donc pas longtemps. Donc merci à tous d'être présents. Je remercie et j'accueille mes différents intervenants, Pierre Doreau de Charoud, Christophe Serpeau de Gazotech et Madeleine Alphen du groupe Solaire. Donc pour ceux qui connaissent la pyrogazéification, donc c'est un procédé de conversion thermique de matière sèche. Et aujourd'hui, on va justement vous parler de la pyrogazéification pour une application qui n'était pas très répandue précédemment, et c'est l'usage du gaz de synthèse dans l'industrie. Donc avant d'aller plus loin, voici quelques chiffres sur tout ce qui est décarbonation de l'industrie. Donc certains sont familiers avec ces chiffres, d'autres pas. Moi, je ne l'étais pas avant. Et l'ADEME a beaucoup communiqué dernièrement sur ces chiffres-là. Donc nous sommes au global sur des émissions totales liées à l'activité industrielle qui représentent à peu près 18% des émissions de la France, des émissions totales de la France. Et quand on part un petit peu sur les différents secteurs, on va avoir une répartition très différente en fonction des secteurs hard to abate par rapport aux autres secteurs qui utilisent également d'autres sources d'énergie fossile. Pour répartir un petit peu ces différentes sources d'énergie, donc on peut voir à peu près ce que l'ADEME communique comme données. Donc on a à peu près un tiers de l'énergie utilisée pour l'industrie qui est plutôt électrique. Un tiers qui est plutôt du gaz naturel, et ce qui reste, ça représente les autres combustibles, bien sûr des combustibles fossiles. Donc ceci dit, aujourd'hui, il y a un intérêt à accompagner l'industrie et l'activité industrielle dans sa décarbonation, et nous disposons de différents types de technologies et de différentes sources d'énergie dans tout ce qui est électrique, donc tout ce qui est biométhane et gaz bas carbone également, et les gaz renouvelables au sens large, et également d'autres combustibles, biocombustibles, qui peuvent être utilisés dans l'activité industrielle. Donc maintenant, parlons un petit peu d'une des technologies qui pourrait justement accompagner cette décarbonation de l'industrie, qui est la pyrogazéification. Donc c'est une technologie, comme je l'ai dit précédemment, qui adresse différents types de gisements, plutôt matière carbonée sèche, et derrière fait appel à des procédés de pyrolyse ou de gazéification. Ces derniers nous permettent justement de produire un gaz de synthèse et également une fraction solide qu'on appelle généralement du biochar quand on est en train de valoriser de la biomasse. Restons un petit peu sur le gaz de synthèse qui justement, peut être valorisé sous différentes formes, dont justement une des formes qui peut être utilisée dans l'industrie, qui est l'usage direct du gaz de synthèse. Le gaz de synthèse, juste pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un mélange de CO, d'hydrogène, de méthane et de CO2. Donc ce n'est pas forcément un seul composé. Et également, il peut substituer l'usage du gaz naturel directement, ou tout simplement, nous pouvons l'épurer, ou ce qu'on appelle un traitement un peu plus poussé, via d'autres procédés catalytiques, d'autres procédés de synthèse, qui peuvent nous amener à avoir du biométhane ou plutôt des molécules de synthèse. Avant d'aller plus loin dans comment est-ce que ce gaz de synthèse peut accompagner, il faut également parler de comment peut-on le produire, à partir de quelles sources. Je disais que c'était des sources plutôt de matière carbonée. Donc il peut être à la fois de la biomasse, et nous sommes dans une salle biomasse. Donc on va faire plutôt un focus plus tard sur des projets qui vont valoriser de la biomasse, mais également on peut le faire à partir de déchets de biomasse, mais plutôt des déchets carbonés autres que biomasse, notamment des CSR également. Ceci dit, revenons un petit peu à tout ce qui est industrie. Tout à l'heure, on a vu quand même qu'un tiers de la consommation industrielle était plutôt du gaz naturel. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner cette décarbonation. On a également tout ce qui est décarbonation du biométhane, mais on a tout ce qui est également application de chaleur haute température, donc tout ce qui est procédé hard to abate, qui peut également être décarboné via l'usage du gaz de synthèse. Et là, on va citer quelques applications, notamment les fours à chaud, la production des tuiles, des briques, de l'acier ou de l'aluminium. Et aujourd'hui, avec nos différents porteurs de projets, on va avoir quelques exemples de projets concrets qui nous permettent justement d'accompagner la décarbonation de certains de ces procédés.
Concernant tout ce qui est soutien et tout ce qui est réglementation aujourd'hui et accompagnement de l'État pour cette filière pyrogazéification à la décarbonation de l'industrie, nous avons déjà l'appel à projet décarbonation de l'industrie qui justement vise prioritairement des projets permettant la réduction de la consommation de tout ce qui est combustible fossile et d'intrants fossiles dans l'industrie. Initialement, cet appel à projet n'était pas forcément ouvert à la technologie et aux technologies de pyrolyse et de gazéification. Et nous avons eu dernièrement les annonces de l'ADEME qui justement ouvrent cet appel à projet à tout ce qui est procédé de pyrolyse et de gazéification pour accompagner la décarbonation de certains procédés industriels. Donc, nous attendons l'apparition du cahier des charges, ou la réapparition du cahier des charges prochainement, pour une relève le 7 mars avec les premiers projets qui seront suivis par l'ADEME concernant ces projets-là. Avant de conclure et de passer la parole à nos projets, il faut également dire quels sont les défis ou plutôt les attentes de la filière pyrogazéification aujourd'hui. Donc effectivement, on attend quand même une adaptation de la réglementation, même s'il faut quand même se lancer avec la réglementation existante. Mais on accompagne aujourd'hui à la fois l'administration et à la fois la filière pour justement avancer et simplifier certaines procédures qui restent quand même très très lourdes pour lancer des projets innovants et pour pouvoir quand même industrialiser ces filières-là. Le deuxième point qui est crucial, c'est notamment le dispositif de soutien. Donc aujourd'hui, on essaie quand même d'avoir un dispositif et d'accompagner l'industrialisation de la filière. Certes, les appels à projets permettent d'expérimenter, permettent d'avoir les premiers retours, mais derrière, on espère quand même avoir des dispositifs plus pérennes pour accompagner la filière. Et pour finir également, des objectifs plutôt clairs qui visent à donner quand même des chiffres pour la production à la fois de la filière pyrogazéification, pour les différents usages que nous pouvons viser au sein de nos acteurs. On parle beaucoup de pyrogazéification, vous avez peut-être déjà vu cette cartographie, on parle beaucoup également d'une filière dynamique en France, mais pas que. Il y a également une dynamique européenne. Donc certains projets existent dans d'autres pays européens, certes peut-être pas pour le même usage que nous visons aujourd'hui en France, parce que tout dépend également du besoin français, des ressources également dont nous disposons. Mais globalement, nous avons quand même des avancées dans d'autres pays. Donc la filière existe, la technologie de pyrolyse existe, la technologie de gazéification existe. Ces technologies sont quand même éprouvées et nous avons quand même une centaine d'installations qui tournent aujourd'hui à travers l'Europe. Et en France, malheureusement, vous avez une cartographie, mais c'est beaucoup plus de projets que d'installations, même si aujourd'hui, on va essayer quand même d'avoir quelques REX positifs d'installations françaises. Et pour finir, quelques mots sur le club pyrogazéification qui organise cette conférence. Donc, c'est le regroupement des acteurs de la filière qui existe depuis 2014. Et je remercie également nos différents adhérents, nos différents porteurs de projets qui accompagnent chaque jour le lancement de la filière et la structuration de la filière. Et également, nous avons cette année lancé un groupe de travail dédié sur l'usage direct qui nous permettra également de continuer ces travaux et d'essayer un petit peu d'aller plus pédagogiquement sur comment accompagner ces premiers projets. J'arrive à la fin de cette présentation. Donc, si vous voulez échanger un peu plus sur la pyrogazéification, donc nous sommes présents jusqu'à la fin de cette journée au stand de D24. Donc, n'hésitez pas à passer. Et je passe la parole à Gazotech, à Christophe Serpeau, pour nous faire un petit rex sur les projets de Gazotech sur la filière décarbonation de l'industrie. Bonjour, je suis Christophe Serpeau, donc je suis directeur du développement de la société Gazotech. Gazotech, juste pour remettre dans le contexte, c'est une société qui a été créée en 2019 et qui fait suite à un audit énergétique mondial sur la valorisation des déchets qui étaient destinés à des décharges à ciel ouvert dans les dom-toms et particulièrement en Guadeloupe. Et de cet audit énergétique, une solution a été retenue, qui est une solution indienne de pyrogazéification, sur laquelle on s'appuie aujourd'hui pour déployer nos solutions qui visent à produire du gaz renouvelable pour usage direct chez des industriels ou des agriculteurs.
On peut intervenir soit comme équipementier, c'est ce qu'on a fait sur les 2 sites que je vais détailler après, et qui aujourd'hui, pour ces sites-là, on livre une solution clé en main et on transfère la propriété à la mise en production avec une exploitation qui est faite par le client. On peut intervenir aussi, et c'est le business model vers lequel on va glisser, vers un modèle de producteur indépendant d'énergie, où là on exploite la centrale au travers d'une société d'exploitation, et on se charge bien sûr de tout ce qui va être sourcing, off-taking du biochar, produit, exploitation et maintenance du site industriel, en contractualisant sur 15 ou 20 ans avec le client final. Voilà, donc nos solutions aujourd'hui balayent de 0 à 7 MW thermiques avec un gazéifieur, sachant que 7 MW thermiques correspond à 3 tonnes de biomasse en entrée. Et on peut paralléliser aujourd'hui 3 gazéifieurs pour obtenir une puissance maximum de 21 MW. Voilà, alors pour passer au business case et aux installations qu'on a pu faire, donc on en a réalisé 2 aujourd'hui qui sont en production. Une première qui est dans une distillerie du côté de Limoux. Le but, c'était de remplacer le gaz naturel, venir en substitution totale du gaz naturel dans une installation qui utilise un séchoir rotatif. La puissance, c'est 1,2 MW thermique. Donc là, on a 400 kg d'intrants. L'intrant, donc on est vraiment en économie circulaire puisqu'on utilise une biomasse sèche résiduelle qui est sur site, qui est du marc de raisin épuisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le séchoir rotatif va épépiner le marc de raisin. Donc la partie pépin va être valorisée sur de la cosmétique, alors que le marc de raisin séché va alimenter le gazéifieur qui va lui-même alimenter le séchoir rotatif. Ce gazeau va tourner du mois de novembre, octobre-novembre jusqu'au mois d'avril, et va utiliser l'intégralité de la biomasse qui va être produite sur site. Parallèlement à ça, on a un coproduit de la pyrogazéification qui s'appelle le biochar et qui correspond à une partie de la masse entrante, à savoir 7%, c'est le minimum que l'on peut produire et que l'on va valoriser aussi de 2 façons. Il va y avoir une valeur agronomique pour son retour au sol et pour ses propriétés de rétention d'eau, de porosité. Voilà. Et une deuxième valeur qui est la valeur carbone, puisque chaque tonne de biochar produite va séquestrer entre 2,3 et 2,7 tonnes d'équivalent CO2. Donc il y a une valorisation carbone à ce niveau-là. Ce qui rentre directement dans l'équation du prix de revient du gaz en sortie, puisque aujourd'hui on va être en mesure de proposer des solutions où prix de vente du gaz, on va être aux alentours des 65-70 € du mégawattheure, et pour un prix de revient pour une distillerie comme celle-là qui a un intrant gratuit ou quasi gratuit, on va être quand même proche des 45-50 € du mégawattheure. La deuxième installation est une application chez un maraîcher serriste breton qui, lui, on est venu en rétrofit d'une chaudière existante, une chaudière à gaz, et il a choisi la pyrogazéification pour continuer à utiliser ces équipements et
pouvoir bénéficier d'une biomasse qui était aussi proche. Donc cette installation fait 2,5 MW thermiques. La chaudière est destinée à alimenter en chauffage des serres à 25 degrés du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, en gros. Elle est alimentée par du déchet de bois de palette qui se trouve à 20 km du site. Et voilà, et donc elle va prendre 400 kg. Alors là, je me suis trompé, c'est pas du marc de raisin, c'est bien du déchet de bois de palette. Et elle va aussi produire du biochar qui va être valorisé pour l'amendement des sols. Donc ça, c'est deux cas d'usage, nos premiers cas d'usage qui tournent aujourd'hui, qui sont passés en financement autre que le Décarb Inde, puisque l'éligibilité de la pyrogasification au sein du Décarb Inde est récente et la première relève sera, comme l'a dit Chourouk, le 7 mars. Donc là, on parle plutôt de subventions au travers du fonds FEDER, de fiches utilisées sur les certificats d'économie d'énergie. Donc le financement est quand même totalement différent et unique sur chaque gazéifieur. Et aujourd'hui, les cas d'usage vers lesquels on va se tourner vont être surtout ce que Chourouk a expliqué tout à l'heure, des fours qui vont être terre cuite, des fours aluminium, des fours à chaud. Là où l'usage de la biomasse au travers de la pyrogasification va être prioritaire. C'est-à-dire que là où une technologie alternative ne peut pas intervenir. C'est-à-dire que dès que vous avez besoin d'une flamme haute température et que une chaudière biomasse ne produit pas de flamme à proprement parler, mais dès que vous avez besoin d'une flamme haute température, la pyrogasification peut intervenir. Et c'est là où ça va être très intéressant, parce que les pouvoirs publics vont pousser l'usage de la biomasse de façon prioritaire vers ces usages industriels, et c'est autoriser en fait la décarbonation de l'industrie à partir de biomasse. Voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur la pyrogasification chez Gazotech. Merci Christophe, merci pour ce Rex. On va peut-être continuer sur les autres présentations avant de passer plutôt vers la session de questions-réponses. Et la prochaine présentation, ça sera pour le groupe solaire, où Madeleine va nous faire un petit retour sur les avancées de solaire. Merci. Merci Chourouk. Bonjour à tous. Donc, je suis Madeleine Alphen, développeur. Je fais partie du pôle business développement du groupe solaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre modèle dans lequel la pyrolyse peut venir en service de la décarbonation de l'industrie grâce au Syngaz, mais aussi grâce à un produit que je vais vous présenter qui est le biocarbone, et comment ces deux produits peuvent travailler ensemble pour avancer vers la décarbonation, ou plus exactement la défossilisation de l'industrie. Donc d'abord une petite présentation du groupe solaire. Donc en fait le groupe solaire, et aujourd'hui encore son activité principale, c'est de produire du charbon de bois, mais qui est utilisé principalement pour le barbecue. Donc pour faire un petit historique, en fait c'est un groupe qui a été fondé par la famille Solermi en 1993 face au constat que la filière de production du charbon de bois usage barbecue était de plus en plus délocalisée. Ce produit était de plus en plus un outil de financement de la déforestation à l'étranger, que ce soit en Afrique, en Europe de l'Est ou encore en Amérique du Sud. Qu'il était produit dans des conditions environnementales absolument déplorables, donc avec des procédés de carbonisation, on va dire, très traditionnels, très basiques, sans valorisation des gaz de pyrolyse, donc avec de très fortes émissions, notamment de méthane, et dans des conditions aussi humaines assez déplorables. Donc face à ce constat-là, la famille Solermi a décidé de développer son propre procédé de pyrolyse, un procédé qui permettrait de relocaliser la filière de production en France, de faire une conversion la plus efficace du bois en charbon de bois, d'en faire le meilleur usage, c'est-à-dire d'aussi valoriser les coproduits, dans notre cas les gaz de synthèse,
et de le faire bien sûr d'une manière qui soit économiquement rentable. Donc aujourd'hui le groupe solaire, c'est 8 brevets déposés, une technologie qui tourne à échelle commerciale depuis plus de 10 ans, je vous la présenterai rapidement juste après, et une capacité de production de 50 000 tonnes de charbon de bois par an. Je vais vous présenter aussi notre orientation stratégique aujourd'hui. L'idée, c'est dans les grandes lignes, de se baser sur cette expérience industrielle-là pour aller plus loin et maintenant produire un biocarbone qui est en fait un charbon de bois, mais qui a un usage industriel en fait qui vient remplacer directement le charbon fossile dans ces usages qui ne peuvent pas, par exemple, être électrifiés. Donc, par exemple, lorsque celui-ci est utilisé comme un réducteur métallurgique, donc on a besoin du carbone dans certains procédés industriels. Et alors là, la seule façon pour eux de se défossiliser, c'est de remplacer ce carbone fossile par un carbone bio. Donc pour vous présenter rapidement nos sites existants, le site historique du groupe solaire se trouve à Gier-sur-Seine dans l'Aube. Sur ce site-là, il y a 2 unités de pyrolyse, donc développées et opérées par le groupe solaire. La première a été mise en service en 2012, une capacité de production de 10 000 tonnes de biocarbone. Et sur cette unité, comme sur les autres, le gaz de synthèse est valorisé en cogénération, donc chaleur, électricité. Et sur ces 3 unités, on bénéficie donc de contrats creux pour notre vente d'électricité. Deuxième unité donc, sur laquelle on a doublé la capacité de production de biocarbone, toujours à Gier-sur-Seine dans l'Aube. Et une troisième qui a été mise en service à Lacanau en Gironde en 2021 avec toujours 20 000 tonnes de capacité de production de biocarbone. Un point inévitable dans ce genre de présentation, c'est parler de la ressource, de parler des intrants. Dans le cadre solaire, vous comprendrez par rapport à notre historique, qu'on utilise uniquement des bois propres pour cet usage barbecue, mais ça restera valable pour les usages qu'on développe aujourd'hui, les industriels qu'on adresse ayant besoin d'un produit très pur. Et donc, nous, on ne peut passer pour produire cette matière première industrielle que par du bois non traité. Donc, notre modèle, c'est d'être sur des capacités qui nous permettent toujours de nous sourcer durablement, donc dans un rayon maximal de 100 km autour de nos sites. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on continuera à faire. Très concrètement, on se source en résidus de bois issus d'activités forestières. Donc ça peut être des coupes d'éclaircies, mais aussi et surtout, et c'est ce qu'on priorise, des coupes qui permettent une meilleure résilience, une meilleure adaptation de la forêt. Donc pour vous donner un exemple, sur notre site de Lacanau depuis l'été 2022 et malheureusement les grands incendies qu'il y a eu dans les Landes, on a valorisé plusieurs dizaines de milliers de tonnes de bois brûlés qui ne sont pas valorisables par d'autres industries. On récupère aussi des chutes de scierie, des choses comme ça. Voilà, toujours en essayant de prioriser les produits de plus faible valeur possible et en améliorant toujours notre possibilité, notre capacité à intégrer des essences de bois, par exemple, différentes. Voilà, donc on essaie vraiment de se placer au service de la forêt et de valoriser et de vraiment respecter la hiérarchie d'usage de la biomasse, qui est de dire notre produit principal, le biocarbone, est une matière première industrielle et seulement avec le syngaz qui est notre coproduit, on fait là de la bioénergie. Donc c'est une démarche vérifiée et certifiée avec plusieurs certifications que vous connaissez et notamment une démarche autonome qu'on a pris de nous-mêmes, qui est d'être certifiée par la Fondation Earthworm, qui va aller vérifier nos approvisionnements, leur traçabilité et la condition dans lesquelles ils ont été prélevés. Donc rapidement, pour expliquer le système solaire, l'idée du procédé solaire, c'est bien sûr d'être complètement indépendant en énergie. Donc on va, comme je le disais, récupérer des bois issus de la gestion forestière durable. Ces bois vont ensuite être broyés à la granulométrie recherchée. En l'occurrence, nous, on produit principalement des morceaux de charbon de bois. Le bois est ensuite séché grâce à l'énergie générée en aval par la pyrolyse. Puis elle est pyrolysée, donc en fait dans un système de réacteurs en batch continu. Le syngaz coproduit lors des pyrolyses, permettant d'une part, par son énergie thermique, à alimenter tout le procédé, et d'autre part, peut être récupéré en grande partie pour produire de l'énergie, donc notamment sur nos sites actuels, comme je vous disais, de la chaleur et de l'électricité.
Nos produits solides, pour faire un peu un focus dessus et sur la terminologie qu'on utilise notamment, qui est de plus en plus présente dans la filière, mais pas encore connue de tous. Donc on parle de biocarbone quand on produit une matière première industrielle qui vient en remplacement d'un charbon fossile, dans un usage pas en tant que combustible, mais bien en tant qu'agent réducteur ou matière première. On parle de biochar, ça vous connaissez sûrement mieux, lorsqu'il y a une notion de puits de carbone. Donc le produit sera utilisé comme amendement des sols ou comme adjuvant dans des matériaux de construction, par exemple dans le ciment. Et enfin, le charbon de bois responsable, c'est notre produit plus historique qui est utilisé pour le barbecue. Donc là, vous avez un peu l'étendue des marchés qu'on vise dans notre stratégie de développement actuelle. Alors pour répondre à tous ces marchés, les 50 000 tonnes qu'on produit en France, clairement aujourd'hui, ne seront pas suffisantes. Pour adresser certains industriels qui consomment pour certains plusieurs dizaines de milliers de tonnes de charbon fossile par site et par an. On doit développer de nouvelles capacités pour répondre à cette demande de biocarbone. Et donc dans ce cadre, à chaque fois qu'on développe un projet, on doit se poser la question de ce produit, ce syngase qui est quand même très précieux, qui reste un coproduit pour nous, mais qui est absolument précieux, comment on le valorise au mieux pour rendre service aux industriels voisins, ou si on n'en a pas, pour par exemple aller remplacer des carburants fossiles dans des transports lourds. Donc pour vous faire un petit historique d'abord de notre savoir-faire sur la valorisation du syngase. D'abord, on a commencé sur les premières unités, donc celles de Gier, par un système qui consiste en fait à craquer les produits pyrolytiques, donc qui contiennent les gaz de pyrolyse, les goudrons, tout un tas de composés complexes et difficilement utilisables en tant que tels. Donc on commence par craquer ces produits pour en faire un syngase qui est plus facile à utiliser et qui est directement utilisé ensuite sur les sites de Gier dans une chaudière et qui permet de produire de l'électricité via une turbine vapeur ou une ORC. Sur notre unité de Lacano, donc mise en service en 2021, on a poussé la complexité un peu plus haut. Donc cette fois, on craque toujours nos produits pyrolytiques en syngase, mais on va en plus mettre en place une épuration du syngase assez poussée pour pouvoir répondre aux spécifications d'un moteur à gaz et donc booster la production en électricité. Et pour nos projets en développement, ce qu'on veut faire à l'avenir, c'est non plus craquer nos gaz à l'air, mais à l'oxygène, pour pouvoir avoir un syngase en fait exempt d'azote. Et donc là, on peut le transformer en diverses molécules renouvelables, donc par exemple du méthane, du méthanol, des molécules plus complexes qu'on synthétise via des catalyseurs. Donc pour faire un petit peu un résumé des différentes possibilités de valorisation qu'on peut avoir sur notre syngase. Donc vous avez déjà ici la composition du syngase. Je précise que c'est la composition lorsque celui-ci a été craqué à l'oxygène. Si bien sûr on le craque à l'air, il faut ajouter un peu d'azote. Pour une unité solaire de capacité 40 000 tonnes de biocarbone, ce qu'on développe aussi en ce moment en France, en Europe et dans d'autres pays du monde, on peut produire environ 133 gigawattheures de syngase. Alors il y a plusieurs modes de valorisation. Donc la chaleur industrielle, c'est clair. Donc là l'idée c'est la vente directe du syngase ou la production par exemple de vapeur pour une industrie voisine. Je le préciserai après, mais il y a une possibilité d'ajouter un peu d'innovation là-dedans en utilisant dans ce cas-là l'oxycombustion pour également être capable de récupérer un flux de CO2 pur et vendre ce CO2 pour qu'il soit valorisé ou stocké. Ce cas-là, c'est clairement le cas le plus simple en termes de risque technologique. Il y en a très peu, il y a très peu de CAPEX et il est possible d'avoir des contrats de vente long terme de la chaleur ou du syngase. Le seul frein, bien sûr, et c'est ce qui nous a empêché de le faire jusqu'aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'être installé à côté d'un industriel qui a vraiment ce besoin donc, de chaleur ou de vapeur et qui a une consommation stable, qui sont en mesure de contractualiser ce schéma-là avec nous. Donc pour l'instant, l'occasion ne s'est jamais présentée et là, elle est en train de se présenter, donc on développe ce schéma-là. La cogénération, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Le risque technologique est faible. On peut mettre en place, donc, comme je disais, un moteur à gaz pour aller booster le rendement électrique.
vous imaginez bien, notre frein pour continuer à développer des projets comme ça en France, c'est qu'aujourd'hui, pour les nouveaux projets, on ne pourra plus bénéficier de contrats creux pour la production d'électricité à partir de biomasse. Donc forcément, c'est un modèle qui, économiquement, en tout cas en France, ne fait plus vraiment sens. Donc, comme je disais, la troisième option, c'est d'aller vers les bio, voire les bio-e-molécules. Donc là, l'idée, c'est de craquer notre syngaz à l'oxygène pur. C'est ce qu'on est en train de développer. Et de transformer ce syngaz en molécules d'intérêt. Donc là, les leviers, ça va être qu'on est sur des marchés en très fort développement. On a une réglementation qui est en faveur de ce développement. Et c'est heureux parce que, pour le coup, pour ces développements-là, il y a plus de risques technologiques. Ce sont des projets innovants et CAPEX intensifs. Et donc, on a besoin d'un soutien public fort. Donc voilà, le modèle pour solaire, c'est pas de faire un choix entre ces différentes possibilités. L'idée, c'est vraiment de dire, nous, on adresse les industriels pour remplacer leur charbon fossile par du biocarbone. En faisant ça, on coproduit un syngaz. Et donc, dans le contexte particulier de tel projet, quelle est la meilleure solution pour valoriser notre syngaz ? Et donc je finirai sur un cas d'usage. Alors je ne peux pas divulguer beaucoup de contexte parce que tout ça est en cours de contractualisation. Mais par exemple, on développe une usine en France, une nouvelle usine de capacité de production 40 000 tonnes par an de biocarbone. Et bien sur cette usine, on a la chance de pouvoir créer un écosystème industriel extrêmement intéressant. Donc on a d'abord nos produits solides qui sont la base de notre business, le biochar et le biocarbone qui partiront dans les marchés qu'ils adressent. Et localement, on a un industriel voisin qui aujourd'hui a un besoin de vapeur à peu près équivalent à ce qu'on peut produire avec notre syngaz, donc de 15 tonneurs, et qui aujourd'hui utilise une chaudière gaz. Donc on va pouvoir aller lui vendre directement, produire directement cette vapeur pour lui vendre cette vapeur et donc remplacer une utilisation de gaz naturel par notre syngaz sur ce projet spécifique. Par ailleurs, et là c'est une opportunité absolument géniale pour nous, localement, on a aussi sur ce site des futurs producteurs d'hydrogène électrolytique. Qui dit hydrogène électrolytique dit aussi oxygène coproduit. Et donc cet oxygène va pouvoir nous permettre de développer l'option de craquer nos gaz non plus à l'air mais à l'oxygène. Et donc d'avoir un flux de bio-CO2 extrêmement pur en sortie. Et ce bio-CO2 va pouvoir être revendu aux industriels qui font l'électrolyse pour, par exemple, qu'ils puissent aller jusqu'à la production de e-carburant ou utilisé dans des installations de stockage de CO2. Là, c'est un peu plus prospectif. On a un peu de mal à trouver des opportunités en France, mais ça pourrait être intéressant à l'avenir. Voilà. Merci Madeleine pour cette belle présentation, déjà avec des projets concrets qui fonctionnent en France et également avec des perspectives de projets pour la décarbonation de l'industrie. Je passe la parole à Pierre pour nous présenter également d'autres perspectives de projets de décarbonation de l'industrie. Merci Pierre. Bonjour à tous, donc Pierre Doreau, je suis responsable du développement commercial chez Énergie Plus, l'une des filiales du groupe Sherwood. Le groupe Sherwood, donc groupe breton implanté à Saint-Nolff. Notre volonté, c'est de créer des projets clés en main de production d'énergie qui valorisent la biochar. Donc on l'exerce dans différents domaines. Donc voilà, donc c'est ce que je disais, on l'exerce dans différents domaines avec différents coproduits finis. Donc le gaz vert, l'électricité, la chaleur et le biochar, vous allez le voir avec les moyens de production qu'on a, et vers différents acteurs, donc vous constatez. Je vous parlais d'Énergie Plus. Le groupe est constitué d'une filiale travaux et d'une filiale de financement. Donc ça a été une volonté de mieux maîtriser le développement de la pyrogasification. Donc Énergie Plus conçoit, construit, exploite, et When Energy vient financer. Je vais vous expliquer pourquoi on a construit le groupe de cette manière. Donc on déploie différentes technologies sur l'ensemble du territoire. On a commencé par la chaufferie bois il y a 17 ans.
qui nous a amené à maîtriser l'ensemble du process de transformation d'une biomasse en énergie. On a évolué vers de la méthanisation, donc avec toute la gestion d'un biogaz, et depuis un peu plus de 8 ans vers la pyrogasification, qui est une maîtrise des deux premières parties, donc la biomasse solide qui est transformée en énergie et la gestion d'un gaz apparenté dans la méthanisation au biogaz. On intervient sur l'ensemble du territoire français et aussi à l'international. Comme vous pouvez le voir en RDC, République démocratique du Congo, on a installé un site de gasification, une unité de cogénération de 140 kW qui est en fonctionnement. Donc voilà, acteur breton, on est implanté à Saint-Nolff, donc on maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc nos équipes, c'est à la fois des équipes côté administratif et commerce, donc une vingtaine de personnes avec le bureau d'études, et aussi nos propres techniciens, des soudeurs, des électromécaniciens. Donc on est capable de gérer un projet de A à Z avec différents partenaires. Donc le modèle de la gasification, je vous en ai parlé. L'idée, c'est qu'on est des faiseurs, on a tous les effectifs pour construire. La gasification, on a fait partie d'initier le Club Pyro, et donc ça fait longtemps qu'on est dans ce domaine-là. Il fallait aller plus loin pour démontrer le bon fonctionnement de cette technologie. On a un sujet franco-français, ce qui fonctionne ailleurs n'est pas forcément reconnu. On a l'obligation de le faire fonctionner sur le territoire et de prouver. Donc c'est ce qu'on a mis en œuvre depuis ces dernières années. Et pour aller jusqu'au bout et d'aller vers des garanties de performance globale, on a développé le groupe pour avoir à la fois la capacité de financement et à la fois la capacité d'exploitation. Donc aujourd'hui, on porte nos propres actifs et on fait de la vente d'énergie. Donc le groupe, il est coté en bourse, et avec des acteurs aussi comme Eiffel Gaz Vert au capital des filiales qui nous permettent d'avoir ce développement-là. Donc la gasification, on a fait un bon petit tour. Je vais passer le stade technologique. Aujourd'hui, le modèle économique, c'est à la fois une technologie qui est éprouvée et à la fois un modèle économique autour des contrats CPPA qui nous permettent d'avoir cette garantie de performance et des contrats à long terme avec nos clients. Donc on a vu la typologie de clients, hein, c'est les consommateurs de gaz qui ont besoin de décarboner. Donc aujourd'hui, ceux qui s'adressent à nous et avec des projets avancés, parce qu'on est sous LOI avec plusieurs d'entre eux, c'est la brique notamment, le verre, métallurgie, on a eu pas mal de sujets, là pour le coup on n'est pas sur LOI, et tout ce qui est consommateur, toutes les process de cuisson de matières premières. On a aussi une activité liée à la cogénération qui est plutôt à l'export sur les modèles africains, où là on substitue sur du fuel via de la cogénération de bois. Donc les avantages du CPPA, c'est vraiment pour que le client, lui, il n'a pas ce facteur technologique à jouer. On lui fournit une énergie décarbonée à un prix maîtrisé avec une vision long terme de son évolution de coût de l'énergie, qui est complètement décorrélée de celui des énergies fossiles. Donc voilà, le principe de la gasification, vous le connaissez via les précédentes explications. Je vous en parlais dans notre modèle. Donc on travaille essentiellement avec de la biomasse solide, donc bois, plaquettes forestières, bois B. On a aussi de la technologie qui fonctionne avec d'autres combustibles plus compliqués, type les CSR. On a toute une capacité à préparer nos matières, à la standardiser, de passer d'un déchet à un combustible. Donc ça, c'est des choses qu'on étudie en amont. Aujourd'hui, les sujets de développement, ils sont en bois A et en bois B. Le CSR, on est sur des classifications réglementaires qui sont complexes, donc on développe déjà ça sur notre territoire et on approuve. On essaie d'approuver avec des combustibles plus simples. Donc le modèle qu'on fait et qui est éprouvé, c'est la cogénération. On fait de 70 kW à plusieurs mégawatts. On a les process industriels tels que je vous l'ai expliqué avant avec des usages gaz vert. Là, on pourra voir tout à l'heure différents usages où on a besoin d'aller jusqu'à de l'enrichissement et justement les notions de
de substituer l'azote. C'est des choses qu'on a déjà mis en place et qui fonctionnent. Et après, des sujets en développement avancé, on a des sujets sur de l'hydrogène, on a des teneurs en hydrogène qui sont assez élevées. Donc c'est des briques technologiques qui fonctionnent et on a des projets qui sont en développement. Et après les autres, pour le coup, là on est moins avancé, c'est de la réflexion vers des sujets méthanation et autres. Nos différents clients, on les a évoqués, et c'est les différents clients de la pyrogasification au global. Donc, c'est ce que pouvaient évoquer les différents intervenants et Shuruk tout à l'heure. Donc voilà. Le gros sujet, on est essentiellement sur les sujets de maîtrise des coûts et de décarbonation. Donc, c'est ça qui drive aujourd'hui le développement. Donc voilà, un process classique de développement d'un projet. On a toute cette phase de création d'une société de projet qui est dédiée. On a toute la phase administrative, donc permis de construire, ICPE, qui sont des sujets importants aujourd'hui dans le développement qu'exprimait Shuruk tout à l'heure. On a toute cette classification ICPE qui est un gros sujet quand on développe des projets de gasification. Donc nous, on est en plein dedans en ce moment. On a plusieurs projets qui sont en développement de plusieurs mégawatts et on est en plein dans ces questions-là. Donc c'est des vrais sujets à développer à l'échelle nationale avec l'ensemble de la filière représenté par la T2E, donc voilà. Et après, on a toute une phase de construction qui est un sujet qu'on maîtrise. Pour nous, la technologie est éprouvée et on a cette expertise de 17 ans de faire du clé en main, de prendre ces projets dans leur globalité, y compris génie civil, et d'aller jusqu'à de la mise en service et de l'exploitation de nos actifs. Donc voilà. La technologie, je vous en parlais, technologie éprouvée. La question de l'innovation, c'est une question française. Vous voyez la carte, c'est la technologie qu'on développe aujourd'hui. La technologie est nettement répandue. On a plus de 1000 unités en fonctionnement. Donc une carte blanche sur le territoire français. C'est le terrain de jeu qu'on essaie de s'approprier. Je vous parlais de plusieurs LOI signés. La plupart sont sur le territoire français. Je vais vous en présenter quelques-unes avec des enjeux aussi de confidentialité. Donc ça sera des informations sommaires. On est à côté au stand G10, on pourra poursuivre les échanges. Mais vous voyez bien l'enjeu sur le territoire de développement. Ici, c'est des process plutôt liés à la cogénération bois. Donc quand on arrive à faire tourner un moteur plusieurs dizaines de milliers d'heures sur plusieurs années, ça veut dire qu'on a un Syngas qui est de qualité suffisante et qui nous permet d'avoir des usages derrière qui sont plus simples. Le réacteur que vous voyez, c'est des petits réacteurs qu'on installe en cascade. Ce réacteur-là qui fait à peu près 5 mètres de long, on a un gaz qui est de qualité suffisante pour être employé dans un moteur. On n'a aucun traitement sorti de ce Syngas-là pour faire tourner un moteur. Donc en usage industriel type vapeur sur des petites puissances avec des brûleurs Syngas, c'est très simple. Sur des sujets d'injection dans des process de cuisson, c'est pareil. L'adaptation, c'est des brûleurs. Et encore, des fois, on n'a même pas besoin de réadapter les brûleurs. Et après, on a quelques process qui nous permettent, qui nous demandent d'aller un peu plus loin. Quand on parle d'hydrogène, on va aller chercher de l'épuration sur des molécules d'intérêt. Voilà, un site type qu'on est en train de développer en ce moment. Je vous parle de cascade, donc toute la panoplie en amont. Vous voyez, c'est un projet là, qui est de droite à gauche. Un gros process de préparation de matière, stockage avec des technologies qu'on développe en interne, des process de séchage, de stockage de bois sec pour avoir de la redondance. Après, on a tous nos réacteurs en cascade. On a tout là-dedans des unités où on vient comprimer, on vient préparer toute notre Syngas pour arriver vers l'usage directement de l'industriel. Donc ça, c'est des projets qui sont bien avancés. On en a d'autres que je pourrais vous faire voir. Donc là, on voit avec un verrier, là on est sous LOI, le prix du mégawattheure est établi et on est sur des faisabilités où là on est sur de l'avancement avec des déploiements, donc toute la partie réglementaire administrative, on est en plein dedans. Et voilà, donc le sujet, est-ce que le Syngas est concurrentiel au gaz fossile? En tout cas, nos clients actuels s'engagent sur les tarifs qu'on leur propose, donc on a une capacité d'être compétitif sur le marché.
Donc là, c'est un verrier français qui a plusieurs actifs dans l'ensemble du monde. Deux solutions pour lui, l'électrification ou garder ses outils de production actuels, substituer le gaz naturel par un Syngaz, c'est la solution qu'il a choisie. On vient substituer une partie de sa production pour qu'il décarbone. Donc ça, c'est un sujet plutôt très avancé. Et justement, on a développé une unité pilote pour lui. Aujourd'hui, on est en capacité de produire notre propre Syngaz avec notre propre outil dans nos propres locaux. Cette unité-là, elle est visitable. On l'a fait visiter dans le cadre du Salon Bio 360 avec une soixantaine de personnes. On est capable sur cette unité de transformer donc de la biomasse en gaz, de qualifier ce gaz-là, d'aller jusqu'à des process d'enrichissement au besoin. Là justement c'est le cas dans notre projet. Donc on est capable d'aller plus loin que la notion de gaz au sortie réacteur. On va vers de l'enrichissement pour substituer l'azote. Et on a aussi un moteur de cogénération de 68 kW qui nous permet d'avoir ces deux voies de valorisation et de démontrer le bon fonctionnement de la technologie en France. Donc un cas concret, visitable et qui démontre la faisabilité industrielle et de déploiement de la technologie sur le territoire français et à l'international. Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure sur la carte, des choses qui fonctionnent aussi et qu'on a déployées dans des contextes différents en République démocratique du Congo. Donc là, c'est de la cogénération, 140 kW électrique de cogénération, avec tout un système intelligent de gestion de l'électricité en sortie. On a des batteries développées avec un partenaire breton, Entech, et tout un système de réseau intelligent parce qu'on est sur un site complètement isolé sans aucun réseau. Voilà. Donc pour ce tour d'horizon, stand G10 si vous avez d'autres questions. Merci à vous. Merci beaucoup Pierre pour ces REX et merci à tous nos intervenants. Donc on passe aux questions. Donc si vous avez des questions, merci de lever la main afin qu'on puisse vous identifier. Il n'y a pas vraiment de questions, c'est que c'était complet. Mais j'avais quand même une petite question en voyant un petit peu vos présentations. Entre les différentes technologies, il y a quand même un sujet de taille, d'échelle. Effectivement, Pierre, tu parlais d'utiliser des modules en parallèle. Et je voulais également poser la question à Christophe et à Madeleine. Quand on parle d'industrie, on parle quand même d'un besoin assez conséquent. Et derrière, est-ce que justement les différentes technologies ont besoin d'aller plutôt sur une logique de modules pour monter en puissance et en échelle, ou tout simplement nous pouvons upgrader les technologies pour aller subvenir à ce besoin. Vous pouvez prendre les micros comme vous voulez. Alors, dans le cas de solaire, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne dimensionne pas en fonction du Syngaz. Nous, on va dimensionner en fonction de la production de biocarbone. Alors, notre module de base, c'est une installation de capacité de production 20 000 tonnes de biocarbone par an. Ce qui correspond à du coup un peu plus de l'ordre de 60 gigawattheures de Syngaz. On a décidé de développer, en tout cas en Europe, des unités des sites qui feront une capacité de 40 000 tonnes, donc on met 2 fois notre module, parce que on trouve que c'est le juste équilibre technico-économique, parce qu'on regarde en gros à partir de quel volume on va sortir de notre rayon d'approvisionnement cible qui est 100 km autour de notre site. Donc c'est ça qui nous fait dimensionner principalement. Et bien sûr, est-ce que avec ces 40 000 tonnes-là, on arrive à trouver des clients pas trop loin pour notre biocarbone industriel? Quand je dis pas trop loin, c'est voilà, en regardant, on minimise le transport en camion, qu'est-ce qu'on peut transporter en train. Donc le Syngaz vient avec. Donc l'idéal, et là on a trouvé par exemple le cas que j'ai présenté, c'est un peu un cas parfait où juste le besoin en vapeur collait, mais ce ne sera pas toujours le cas, et on peut imaginer que parfois on aura un industriel auquel on pourra fournir une partie de son besoin en chaleur et le reste pourra être complété par une petite chaudière biomasse si c'est pas de la haute température, ou une petite chaudière gaz éventuellement avec un contrat biogaz, voilà. Un complément peut-être? Oui, alors nous, on va réfléchir en fonction de la substitution du gaz naturel qu'on peut faire, qu'on peut adresser. Soit elle est partielle, soit elle est totale. Elle sera totale dans
les applications qu'on a citées tout à l'heure, applications chaleur haute température, mais plutôt adressées aux fours terre cuite, fours aluminium, fours à chaud, où là la température de flamme sera atteinte avec le gaz de synthèse, donc on viendra en substitution totale du gaz naturel, et partielle quand effectivement on s'adressera à l'industrie de la verrerie qui a une flamme qui est haute température, mais là où on est au-delà des 1600 degrés, voire la métallurgie où là on est au-delà des 2000 degrés, et donc on aura besoin sur ces procédés d'avoir un appoint gaz naturel pour atteindre la température. Donc nous, on va regarder en fonction de cette substitution de gaz. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous on balaye des puissances avec un seul gazo jusqu'à 7 MW thermiques. Économiquement, on s'est aperçu que en dessous d'1,5 MW thermique, c'est un modèle qui, pour l'instant, ne tenait pas la route compte tenu de l'émergence de la filière. Il faut qu'il y ait quand même des économies d'échelle qui soient réalisées. Et en dessous d'1,5 MW thermique, ça ne sera pas viable économiquement. Et le cœur de la demande aujourd'hui au niveau des industriels va se situer entre 3 et 6 MW thermiques essentiellement. En tout cas, c'est ce qu'on a remarqué de notre côté. Et pour ça, on va devoir effectivement sécuriser la biomasse en entrée et je l'ai dit tout à l'heure, un 7 MW thermique, ça correspond à 3 tonnes heure, en gros. Donc sur un fonctionnement à 8000 heures dans l'année, on va faire en gros 20 000 tonnes. C'est le grand max. Nous, on va plutôt se situer sur entre 8 000 et 12 000 tonnes à l'année, et c'est quelque chose qu'on peut gérer effectivement localement sans avoir à aller chercher de la biomasse dans un autre département ou une autre région. Et voilà, qu'on parle de bois A, de bois B ou de résidus agricoles secs. Ben, merci à vous deux pour ces compléments de réponse et merci à Pierre encore pour la présentation. Ben, on arrive à la fin de cette séquence, donc on vous remercie et nous sommes encore présents, je pense tous les quatre. Nous sommes des exposants, donc n'hésitez pas à passer pour poser vos questions ou pour échanger encore plus. Merci à tous.